Bonjour à tous, bienvenue dans notre programme spécial La force de la jeunesse, dialogue entre jeunes leaders d'opinion chinois et africains. Bonjour à tous, je suis Karim, je viens du Burkina Faso et aujourd'hui nous avons deux autres amis avec nous pour échanger et partager leur vision de la jeunesse. Bonjour à vous. Bonjour à tous, je suis Momini Koulibaly, étudiant malien en master à l'Université de langue et de culture de Pékin, président de la Fédération des étudiants et stagiaires maliens en Chine. Bonjour, je suis Mei Chiao, journaliste de CGTN français et je viens de Chine. Bonjour à vous tous. Et aujourd'hui, nous allons également plusieurs invités de différents pays qui participent à notre discussion en ligne via vidéoconférence, notamment un invité spécial virtuel. Bonjour à vous tous. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Gérard Njoya, journaliste à Chine Cameroun. Je suis très satisfait de votre invitation. Je salue également vos millions de téléspectateurs et fans de CGTN. Merci beaucoup. Je suis Tricia Moussansi, journaliste au quotidien d'information générale Forum des As et je suis de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Koutwaza Tefnien Manoufsou, chargé de projets financé par la Banque mondiale à Madagascar. Bonjour, je m'appelle Ababakar Niang. Je suis sénégalais résident en Chine. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous, je m'appelle ChatGPT et je viens de l'ère de l'intelligence artificielle. Je suis capable de répondre à toutes vos questions. Merci, je suis vraiment heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et l'Afrique, ce vaste continent, a toujours été un lieu fascinant pour moi, avec sa culture et ses arts riches et diversifiés, sa musique et ses danses rythmées, ainsi que sa faune et sa flore unique, sans oublier la chaleur et la joie de vivre des populations. En effet, la diversité de l'Afrique se manifeste dans de nombreux aspects. Bien sûr, la culture et le développement de la Chine constituent une véritable source d'inspiration pour les pays africains. Ces dernières années, sous l'impulsion des mécanismes de coopération tels que le Forum sur la coopération sino-africaine, la coopération sud-sud, la ceinture et la route, les relations entre la Chine et l'Afrique se sont considérablement renforcées. Absolument, et notamment dans les domaines de l'innovation technologique, du développement durable et du développement rural, où de nombreux progrès remarquables ont été accomplis. Aujourd'hui, nous allons discuter de ces trois aspects ensemble. Et pour commencer, parlons de la jeunesse de l'innovation technologique. Avant d'aborder ce sujet, j'aimerais d'abord poser une question à notre invité spécial pour voir ce qu'il en pense. Bonjour, Monsieur ChatGPT. Que pensez-vous de l'innovation technologique? L'innovation technologique fait référence à la conception, au développement et à la mise en œuvre de nouvelles technologies ou à l'amélioration et à l'adaptation des technologies existantes pour résoudre des problèmes, améliorer des processus ou créer de nouveaux produits et services. L'innovation technologique peut transformer les industries, stimuler la croissance économique, améliorer la qualité de vie et résoudre des défis sociaux et environnementaux. Elle est souvent considérée comme un moteur essentiel de la compétitivité mondiale et du progrès humain. Merci beaucoup, Monsieur ChatGPT. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et l'innovation technologique a un impact extraordinaire sur le développement des nations et le progrès de l'humanité. Et toi, Karim, qu'en penses-tu? Oui, Coco, il s'agit de s'appuyer sur le progrès technologique, perfectionner et transformer de manière significative et qualitative le quotidien des gens dans divers aspects de la vie. Il est question de prendre un pari pour l'avenir en intégrant la technologie au cœur de tous les secteurs d'activité. De nos jours, on parle d'agriculture intelligente, de e-commerce, de véhicules intelligents, d'intelligence artificielle et de travail à distance. Moumouni, vous qui avez parcouru des milliers de kilomètres depuis votre Mali natal jusqu'en Chine, vous avez été témoin des innovations technologiques en Chine. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples d'innovations technologiques qui ont retenu particulièrement votre attention? Merci pour cette question, Monsieur Karim. D'abord, c'est une question un peu délicate. Pourquoi? Puisque la Chine, aujourd'hui, c'est comme la vitrine de l'innovation technologique. Dans presque tous les domaines, on peut constater vraiment le développement de la technologie en Chine. Particulièrement, moi, je suis dans le milieu académique actuellement. Donc,
quand je prends l'exemple sur les plateformes d'apprentissage que nous avons au niveau universitaire, allant jusqu'à ChatGPT par exemple, et nous, les étudiants chercheurs, nous avons toujours fait recours à ces plateformes que je trouve vraiment pertinentes. Ça, c'est dans le milieu académique. Et au-delà de ça, par exemple, dans le cadre de la lutte contre de la protection de l'environnement, je vais dire, donc nous avons aussi des applications ou à travers lesquelles on peut aussi, par exemple, quand on prend l'exemple sur Alipay, donc au sein de Alipay, nous avons une option appelée l'énergie verte. Lui, c'est en anglais, en chinois, je pense qu'on l'appelle comme ça. Donc, au sein de cette application, je pense que ça nous encourage, surtout les jeunes, à travailler, à marcher ou bien courir ou bien à manger, ne pas gaspiller le reste des nourritures. Donc, je pense que tout cela font partie de l'innovation technologique qui contribue à la protection de l'environnement. Et au-delà de ça aussi, tout le monde le sait, la Chine aussi a fait beaucoup d'améliorations en matière de voitures électroniques aujourd'hui. Donc, je pense que tout ça, c'est des points vraiment qui ont beaucoup attiré mon attention depuis mon arrivée en Chine. Merci Momini, l'innovation des technologies est toujours hors de notre imagination. Alors Métia, as-tu remarqué que l'innovation technologique est omniprésente et qu'elle fait désormais partie intégrante de la vie des jeunes? Oui, effectivement, nous, les jeunes Chinois, avons l'habitude de la vie numérisée. La vie connectée en Chine se manifeste dans de nombreux domaines. Par exemple, l'appartement intelligent. Les jeunes aiment bien rendre son appartement plus intelligent avec des appareils électroménagers ou des systèmes de sécurité intelligents. Et grâce à la connexion Internet et au contrôle intelligent, on améliore le confort de la vie domestique. En plus, des services numériques rendent notre vie plus facile, tels que l'apprentissage en ligne ou les consultations médicales à distance. Parfois, quand je me sens mal à l'aise, je vais trouver un médecin spécialisé sur le site de télémédecine et je consulte à distance sur la façon de me soigner. Si c'est pas nécessaire, je vais plus à l'hôpital et cela me permet non seulement de gagner du temps, mais également éviter les infections croisées. Effectivement, tous les exemples que vous venez de citer sont très illustratifs de l'innovation technologique en Chine, notamment l'appartement intelligent, notamment la consultation à distance. C'est des exemples qui ont intégré la vie des Chinois et j'ai l'occasion de les expérimenter tous les jours ici en Chine. Alors n'oubliez pas que nos invités en ligne nous attendent. Et bonjour Gérard. Vous avez interviewé et couvert 23 entreprises chinoises au Cameroun, dont certaines dirigées par des jeunes entrepreneurs innovantes. Pouvez-vous partager avec nous leur histoire d'innovation technologique et comment ces jeunes ont contribué au développement local? La vérité est d'abord que les Chinois se déploient au Cameroun avec des technologies de pointe afin de soutenir le développement du pays. Cette vision est matérialisée par leur arrivée et l'installation des technologies qui innovent dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine du commerce en général, dans le domaine même des énergies renouvelables, des pesticides et autres. Alors, beaucoup sont ceux qui arrivent avec des appareils qui bénéficient du processus d'exonération que l'État du Cameroun donne aux sociétés expatriées à travers l'agence de promotion des investissements qui accompagne largement une société étrangère tout au long de son processus d'installation. Alors, je vais beaucoup m'atteler sur ces entreprises chinoises qui sont en train de contribuer actuellement à la réalisation d'un chef-d'œuvre qui est une première au Cameroun vraiment. Et maintenant, les sociétés chinoises soutiennent ainsi la croissance, la prospérité et la viabilité de l'économie camerounaise. Il faut également souligner que l'avènement des technologies chinoises de pointe a apporté une valeur ajoutée dans la création de l'emploi au Cameroun, favorisant ainsi l'insertion professionnelle qui constitue l'un des indicateurs de développement d'un pays. Et peut-être je veux jeter un regard sur Chek, la société Chek, China Highway Engineering,
Corporation, qui est en train de construire, qui a construit le port autonome de Kribi et qui a apporté une technologie nouvelle dans le cadre des échanges maritimes entre le Cameroun et le reste du pays. Alors, je voudrais rappeler que ce port qui a été construit par le Chinois est l'un des plus grands ports de la zone maritime d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, on peut reconnaître certaines infrastructures camerounaises. On les identifie par les noms chinois, par exemple le palais des sports, qui est une technologie innovante. Par exemple, l'immeuble siège de l'Assemblée nationale qui est en cours de construction. L'autoroute Yaoundé-Douala, la première phase qui est en cours et qui devrait être inaugurée très bientôt. L'autoroute Yaoundé-Simalin qui est construite par le chinois CCC. Et voilà donc quelques technologies que les Chinois apportent au Cameroun. Non seulement elles apportent cela, mais elles participent, ces entreprises chinoises participent à la création de l'emploi. Donc, maintenant, les nouvelles technologies chinoises contribuent à l'autonomisation du Cameroun dans le secteur du développement infrastructurel, accompagnant bien évidemment des retombées pour les peuples camerounais et chinois. Elles permettent enfin aux institutions publiques et privées locales de s'adopter des technologies les plus récentes et indispensables à la réalisation de leurs projets structurants et priorités en matière de développement durable. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur le déploiement des sociétés chinoises au Cameroun, notamment avec les technologies nouvelles dans les secteurs que j'ai déjà cités, les énergies renouvelables, les pesticides, les infrastructures, la téléphonie avec Huawei et bien d'autres secteurs qu'on aura beaucoup de temps après pour en parler. Okay, merci beaucoup, monsieur. Et monsieur Ababakar, l'innovation technologique est essentiellement pour la compétitivité des entreprises. En tant qu'entrepreneur établi en Chine, vous avez sûrement des idées précises pour ce volet au niveau des entreprises. Avez-vous des exemples ou des histoires à partager avec nous? Oui, comme vous l'avez dit, l'innovation technologique est aujourd'hui très fondamentale pour l'entreprise. L'innovation définie comme l'application réussie d'une invention dans divers domaines, mise en œuvre au sein de l'entreprise, elle se situe en aval de l'invention. Elle provient nécessairement de la recherche et le développement qui a été vraiment promu par le gouvernement chinois ici en Chine. En Chine, on constate que l'innovation est continue. Lorsque quelqu'un quitte la Chine pendant un certain temps, lorsqu'il revient, il ne se retrouve plus. Parce que tant l'innovation est, il verra qu'il y a beaucoup de nouveautés dans le marché et la montée en puissance d'une technologie innovante vont obliger l'entreprise ou les entreprises à adopter des démarches réactives. C'est pourquoi toutes les entreprises cherchent à innover. Mais cette innovation aussi, si dans le cadre de cette innovation aussi, si l'entreprise progresse à travers l'introduction de nouvelles technologies, ce n'est pas dû au hasard, mais c'est parce qu'elle s'est allée en contact direct avec tous ceux qui peuvent faire avancer son entreprise, ceux qui ont des nouvelles technologies qui peuvent faire avancer son entreprise. Donc, nous, en Chine, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut innover ou bien on disparaît. Parce que les choses vont tellement vite qu'il faut toujours chercher à innover. Il faut innover par rapport aux produits, il faut innover par rapport aux services, il faut innover par rapport au marketing. Donc, c'est là où je voulais intervenir. Mais il y a beaucoup d'exemples. Le seul fait qu'on est en train de faire une émission en direct et que chacun se trouve à l'autre bout du monde, ça c'est une innovation. L'innovation la plus récente, tout le monde le sait, c'est l'intelligence artificielle.
qui est en train de révolutionner tous les systèmes de technologie qu'on a pu comprendre depuis que le monde est monde. On passe à un siècle vraiment technologique. Donc, je pense que nous tous, nous vivons ça, nous le subissons, et c'est bien. Pour nous, les entreprises, on est obligé d'innover, sinon on disparaît. Ok, nos deux premiers invités en ligne ont vraiment saisi la question de l'innovation technologique à travers des exemples concrets. Nous passons à notre troisième invité qui est Monsieur Tefi Aina de Madagascar. Bonjour Monsieur Tefi Aina. En tant qu'ingénieur et jeune talentueux, vous avez une grande expérience dans le domaine de la construction et des travaux publics. Dans vos projets, avez-vous vu la participation de nombreux jeunes? Comment les jeunes peuvent-ils se développer en tant qu'innovateurs technologiques et contribuer au développement de leur pays? La place des jeunes dans un pays, c'est en un mot, c'est l'avenir. Parce que les jeunes qui donnent le relais après, et le devoir d'un pays aux jeunes, c'est de leur donner des connaissances, donner ce qu'il faut pour que les jeunes puissent avoir des initiatives, des créativités à chaque fois qu'il y a une opportunité pour développer, dans l'objectif de développer le pays, surtout dans le monde rural. Parce que les projets que j'ai actuellement concernent sur la connectivité des transports. Quand je vois ça, ce n'est pas seulement sur la connectivité des transports, mais aussi sur la connectivité des connaissances d'une région vers une autre région, d'un pays vers un autre pays, pour que les jeunes puissent avoir tous les moyens de ravitailler leurs connaissances pour qu'ils puissent se développer dans son zone, puis impacter dans le pays aussi au niveau de développement, l'économie des pays, tout ça, parce que la route, c'est une voie qu'on puisse faciliter la communication entre deux pays, entre deux régions, pour apporter de nouvelles technologies. D'ici peu, il y a une coopération entre les pays chinois et les pays malagasy concerne sur l'engrais aux agriculteurs. C'est une bonne chose pour que les jeunes puissent participer au niveau recherche, au niveau études, et puis au niveau de la mise en œuvre pour que cet engrais ait un impact sur le rendement au niveau de culture, tout ça, parce que un pays basé sur le monde rural, pour qu'il puisse développer au niveau de ressources propres d'un pays. Et M. Rafinha a dit quelque chose de très important. Il dit que la jeunesse, c'est l'avenir. Que quand on parle des jeunes, c'est eux qui seront les leaders de demain, c'est eux qui vont porter la société demain, c'est eux qui seront les chefs d'entreprise demain, c'est eux qui seront les responsables demain. Donc, ils sont au cœur du développement, ils sont au cœur de la dynamique sociale et véritablement, il faut mettre l'accent sur eux en les formant bien, en leur donnant toutes les chances de se frayer un passage dans la société. Et c'est très important. Une société qui oublie sa jeunesse, c'est une société qui est appelée à mourir. Donc, il a dit quelque chose de très, très, très capital. Et c'est sur ce point que je voulais intervenir. Ensuite, entrons-nous dans la deuxième partie de nos discussions consacrées au développement durable. Il s'agit d'une question d'actualité qui préoccupe tous les pays du monde. Ok, monsieur ChatGPT, pourriez-vous nous expliquer ce que signifie réellement le développement durable? Le développement durable englobe un large éventail de domaines visant à garantir la prospérité actuelle tout en préservant les ressources et les possibilités pour les générations futures. Cela comprend la gestion responsable des ressources naturelles, la réduction de la pollution, la promotion de l'égalité sociale, la protection de la biodiversité, l'utilisation des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la promotion de l'éducation, la santé et le bien-être, ainsi que la création d'économies résilientes et inclusives.
Merci, Monsieur ChatGPT, c'est très clair maintenant. Et j'ai toujours très intéressé par le sujet du développement durable depuis des années, car il concerne vraiment chacun d'entre nous. Et je mets l'accent dans le domaine de véhicules à énergie nouvelle. Et surtout à Beijing, j'ai vu, il y a 7 ans avant, seulement 2 marques de véhicules à énergie nouvelle. Mais maintenant, après 7 ans, vous pouvez voir presque dizaines ou même vingtaine de marques ici à Beijing. Et vous pouvez voir partout des chargeurs. Et même, il y a des voitures de batterie pour charger des véhicules. Wow, c'est très, très pratique. Et alors, quels sont les sujets environnementaux ou les questions liées au développement durable qui vous préoccupent le plus? Moi, l'exemple qui me retient le plus au niveau du développement durable, c'est au niveau de l'agriculture. Parce que je suis issu d'un milieu agricole, je vois qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont menées pour adapter l'agriculture au changement climatique. Et la technologie intervient pour parer aux difficultés liées au climat. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important qui retient mon attention dans tout ce que on aborde concernant le développement durable. Parce que nous sommes dans la même boîte. Moi aussi, je suis issu d'un milieu agricole. Donc, de ce point de vue, tout ce qui concerne la modernisation de l'agriculture et consorts, ça aussi, ça attire mon attention naturellement. Donc, je pense que ce côté, ça, c'est très, très important. Et moi, je suis plus préoccupée par le développement durable urbain et je soutiens fortement des mesures telles que la protection des zones humides naturelles et les sources d'eau, ainsi que la promotion de l'économie circulaire pour créer un environnement urbain plus sain et durable. Et aujourd'hui, avec l'attention croissante de la Chine à la protection de l'environnement et à la restauration écologique, les jours de smog sont de moins en moins fréquents. Comparé à l'année 2013, où seulement moins de 50% des jours avaient une bonne qualité de l'air à Beijing, et l'année dernière, ce chiffre est monté à 90%. Et voir la ville où j'habite avec un environnement plus écologique, avec le ciel bleu, je me sens plus heureuse de vivre ici. Effectivement, ce que Mei a souligné est très important. Et quand on écoute les Pékinois parler le développement durable, en 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, la pollution était un problème sérieux ici, mais il y a des efforts colossaux qui ont été entrepris. Et aujourd'hui, on peut admirer le ciel bleu à Pékin sans problème et la qualité de l'air est vraiment respirable. Donc, je pense que ce que vous soulignez est très pertinent. Il y a des efforts véritablement qui sont faits en matière de développement vert en Chine. Et c'est des exemples aussi qui inspirent véritablement le continent africain également. Alors, découvrons ensemble les opinions de nos invités en ligne. Alors, Gérard, nous savons que les forêts d'Afrique sont riches en ressources et leur protection est cruciale pour ralentir le changement climatique mondial et préserver la biodiversité. Avec près de la moitié de son territoire couvert par les forêts, le Cameroun possède-t-il des exemples de succès dans la protection des ressources forestières? Et quels sont les résultats positifs obtenus? De manière générale, le problème du changement climatique mondial est d'actualité et demande beaucoup d'efforts pour le résoudre. La diversité des types de forêts d'Afrique centrale constitue un large panel de réponses potentielles à ces changements mondiaux. Elles représentent, c'est-à-dire les forêts d'Afrique centrale, représentent 70% de la couverture forestière d'Afrique en général et 6% de la superficie forestière mondiale. Et la forêt du Cameroun constitue le deuxième massif forestier le plus important d'Afrique après celui de la République démocratique du Congo. Alors, au Cameroun, il faut peut-être partir dans des années 2006 jusqu'en 2021 pour dire que les efforts sont déjà certes faits avec les objectifs de développement durable. Donc, rappelons qu'en matière de protection durable des ressources de la biodiversité forestière au Cameroun, l'administration est continuellement soutenue par les organisations internationales et nationales afin qu'on ait un résultat efficient et consistant dans ce secteur. Alors, ces institutions entreprennent en étroite collaboration, en étroit partenariat de nombreux efforts des objectifs de développement durable pour
améliorer les politiques forestières et environnementales de manière harmonisée, soit la restauration du cadre institutionnel et légal, la planification et l'utilisation des ressources forestières au niveau national et la création du plan des orientations pour l'aménagement des concessions forestières. Ce sont des efforts qui se conjuguent souvent dans les projets pilotes afin d'impacter sur le changement climatique et même sur la vie des populations locales. Alors, dans l'ensemble, cette collaboration plurielle et riche entre le Cameroun et les organisations nationales et internationales a permis à l'État de mieux préserver et de restaurer sa superficie forestière qui passe rapidement de 16 millions d'hectares en 2008 à environ 23 millions d'hectares en 2021. Alors, ceci suite aux multiples aides au financement qui permettent de mener davantage les activités de sensibilisation, de vulgarisation des lois forestières, de restauration et de création de superficies forestières et même de lutter contre la déforestation. Il faut terminer en disant que la forêt du Cameroun est le deuxième massif forestier le plus important de l'Afrique, comme je l'ai déjà dit. Mais il faut noter qu'il y a plus de 300 forêts communautaires qui ont été créées. Vous comprenez que le Cameroun ne contribue pas seulement à préserver ou bien ne fait pas seulement les efforts pour préserver ces forêts qui sont déjà naturelles, mais également il crée des forêts afin de permettre que la planète soit vitale, soit vraiment saine et que tout le monde vit dans un environnement un peu plus approprié. Alors, en dehors de ce que les tests juridiques relatifs à la forêt sont continuellement révisés, le pays est engagé depuis 2021 dans un projet de restauration d'ici 2030 de 12 millions d'hectares de paysages dégradés et déboisés. Actuellement, plusieurs accords sont en train d'être signés allant dans ce sens. Et en somme, nous pouvons dire que la collaboration entre l'État du Cameroun et les organisations nationales et internationales pour lutter contre le changement climatique porte un léger espoir et affiche des résultats considérables dans l'ensemble. C'est un processus intégrant et concret qui accouche plutôt d'effets positifs jusqu'ici, mais ne suffit pas car le domaine forestier est toujours menacé. Peut-être faudra que le pays tente la main ou bien la Chine, comme d'habitude, arrive avec d'autres techniques de création de superficies forestières ou bien de préservation des superficies forestières qui sont déjà là pour soutenir le Cameroun dans ce processus et que le monde continue à se retrouver dans un environnement plus sain et plus adapté pour les peuples. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Donc, Cameroun a fait beaucoup de travail pour protéger les forêts, non seulement contre le déforestier, mais aussi créer de nouveaux forêts. Et alors, Tricia, l'Afrique possède d'importantes ressources en énergie renouvelable et de plus en plus des entreprises chinoises participent au développement durable en Afrique. Et pouvez-vous nous parler des projets de coopération en énergie renouvelable entre la République démocratique du Congo et la Chine et de leur impact sur le développement durable local? Merci beaucoup, Madame Coco. Je viens de confirmer. Donc, il est vrai que les entreprises chinoises participent au développement durable en Afrique, particulièrement en RDC, mon pays. Il y a plusieurs projets de coopération en énergie renouvelable entre la RDC et la Chine. Et ces projets ont un grand impact sur le développement local. Et je prendrai l'exemple du barrage de Boussanga, un barrage construit à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Et il est construit par la Sicomine SA, qui est une société minière créée conjointement par le consortium d'entreprises chinoises composé de la GREC, de la Sinohydro et du groupe GECAMINE, désigné par la RDC. Grâce à cette centrale hydroélectrique d'une capacité de 240 watts, le Lualaba fait partie de l'une des nouvelles provinces du pays à avoir résolu le problème de fourniture en électricité.
Ce barrage de Boussanga a aidé à promouvoir l'augmentation des initiatives locales pour l'emploi, ce d'autant plus que le projet a activement encouragé la gestion de l'emploi localisé. Et ce même barrage a résolu plus de 3000 emplois, a formé des compétences opérationnelles et a augmenté le niveau de revenus et a aussi amélioré les conditions de vie de population, ce, outre l'optimisation de la production minière en amont. Et outre cela, ce barrage a en tout cas fait beaucoup d'exploits dans cette province de Galava, en RDC. Pour votre intervention, je pense que ça, c'est un point intéressant puisque moi, j'ai eu à faire expérience avec les entreprises chinoises en Afrique, particulièrement au Mali. Et dans le domaine de l'énergie, puisque actuellement, le Mali est un peu confronté aux problèmes énergétiques. Donc, du coup, ce qui a poussé le gouvernement malien à faire le pas vers la Chine. Donc, du coup, il n'y a pas longtemps de cela, ça ne date pas longtemps, le ministre des Affaires étrangères du Mali a été en Chine ici pour des projets énergétiques. Donc, cela va dans le cadre du développement de l'énergie en Afrique, précisément au Mali, comme nous sommes dans le besoin. Et la Chine, c'est un pays aujourd'hui en avance sur le plan de l'énergie renouvelable. Et c'est ce que nous avons besoin pour le moment. Du coup, nous sommes en train le gouvernement du Mali a fait le pas vers le gouvernement chinois de telle sorte qu'on peut avoir le besoin de ce côté. Alors j'espère que dans la future, on aura plus de coopération dans le domaine de l'énergie entre les deux pays. Évidemment, évidemment. Nous abordons maintenant le dernier sujet de nos discussions d'aujourd'hui, la revitalisation des zones rurales. Ce sujet peut sembler loin de nos vies, mais il revêt en réalité une grande importance. De même, je vais commencer par poser la question à notre ami, M. ChatGPT. Alors, M. ChatGPT, pourquoi est-il important de revitaliser les zones rurales? La revitalisation rurale est lancée afin de revitaliser les zones rurales en proie à divers défis tels que la dépopulation, le déclin économique et la détérioration des infrastructures. En parallèle, elle vise à exploiter le potentiel souvent sous-estimé des régions rurales en termes de ressources naturelles, d'agriculture, de tourisme et de développement économique local. En renforçant les économies locales, en améliorant les infrastructures et les services, et en soutenant les communautés locales, la revitalisation rurale cherche à créer des environnements plus viables et attractifs pour les habitants et les entreprises rurales. Pour rebondir sur l'intervention de M. ChatGPT, je dirais que la revitalisation rurale vise à redonner vie aux campagnes, vise à redonner vie aux zones rurales. Il s'agit de créer un environnement favorable à l'emploi, favorable au bien-être dans les zones rurales. Il est essentiel de prendre en compte le développement des zones rurales. La Chine et l'Afrique ont de nombreux projets dans ce domaine. Par exemple, en Afrique, l'agriculture et l'élevage sont des secteurs clés dans la plupart des pays. Ces secteurs d'activité sont le plus souvent pratiqués dans les zones rurales qui sont de nos jours vidées de leurs bras valides. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire sur le continent, il faut impérativement revitaliser les zones rurales, les rendre attractives afin de dissuader les jeunes de migrer vers les grandes agglomérations ou encore vers l'Occident qui n'est pas disposé à les accueillir. Dans le cadre de la coopération sino-africaine, le développement de l'agriculture occupe une place de choix. Que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, la Chine partage son expérience en matière de développement agricole avec l'Afrique. Cela peut aider à transformer radicalement le visage des campagnes africaines. Oui, j'ai entendu dire qu'à la fin de décembre 2023, le projet de télévision par satellite Village connecté de la Chine en Afrique a été achevé avec succès dans 20 pays africains, couvrant 9512 villages africains. Il a bénéficié directement à plus de 190 000 familles, enrichissant considérablement la vie culturelle et intellectuelle des populations rurales locales et couvrant une fenêtre sur le monde pour les villages reculés d'Afrique. Et Momini, quel est votre commentaire? Merci pour la question. Ça, c'est un sujet très important pour moi. Pourquoi? D'abord,
comme M. ChatGPT vient de le dire, l'importance de raviver les zones rurales, ça c'est très intéressant puisque ça permet d'éviter vraiment la migration de la population de la zone rurale vers les zones urbaines, comme M. Karim vient de le souligner en amont. Donc, et en plus de cela aussi, ça permet aussi de améliorer les conditions de vie dans les zones rurales. Et puis la lutte contre la pauvreté, ainsi de suite. Ça, c'est les avantages de la revitalisation des zones rurales. Et au-delà de ça, par exemple, si je donne un exemple bien précis. Et moi, je viens d'un milieu agricole. Donc, dans la zone, par exemple, où je viens, Kolondieba, au Mali, auparavant, nous avons seulement des agriculteurs qui n'arrivaient même pas à se servir, à subvenir à leurs besoins alimentaires. Donc, avec l'amélioration de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture maintenant, ils sont en mesure de vivre de leur production. Et au-delà de ça, par exemple, quand on parle de la construction des routes dans les zones rurales, cela a permis aussi aux agriculteurs, mais je veux dire, de pouvoir transporter ce qu'ils produisent vers les zones urbaines. Ce qui leur permet aussi d'améliorer leurs conditions de vie. Et aussi, ça crée de l'emploi dans les zones rurales. Donc, je pense que la revitalisation des zones rurales, c'est un sujet, sinon c'est une grande étape pour le développement d'un pays tout entier. Puisque, comme la Chine c'est un peuple qui a une histoire d'agriculture, sinon qui vient de l'agriculture. Et c'est la même chose chez nous. Donc, si on peut s'appuyer sur le côté agriculture pour permettre de réduire la pauvreté dans tout le pays entier. Donc ça c'est un sujet très intéressant. Je pense que ça va être un grand pas vers l'ouverture des zones rurales. Effectivement, j'ai envie de vous donner un exemple que j'ai vu de mes propres yeux. C'était il y a 2 mois, je suis allée à un comté qui s'appelle Zhongjiang, dans le sud de la Chine. Et là-bas, Zhongjiang était autrefois un comté très pauvre jusqu'à 2021. Et pour sortir de cette situation, ils ont essayé de plusieurs façons, par exemple de promouvoir leurs différentes activités culturelles et sportives locales, mais sans grand succès. Et c'était l'année dernière, en 2023, ils ont commencé à faire un tournoi de football qui s'appelle Super League. C'est un tournoi de foot qui se joue entre les différentes villageois. L'année dernière, il y avait une vingtaine d'équipes qui y participent et grâce à l'aide de l'Internet, ça a répandu dans toute la Chine. Seulement l'année 2023, il y avait plus de 7 millions de touristes qui y sont allés juste pour voir la Super League, qui a donné un revenu de plus de 8 milliards de yuan, soit à peu près plus de 1 milliard d'euros de revenus local. Et c'est un exemple typiquement sur la revitalisation rurale chinoise grâce à l'aide de la nouvelle technologie et l'Internet. Et auparavant, il y a beaucoup d'habitants de Zhongjiang qui avaient travaillé dans d'autres villes ou même à l'étranger, qui sont revenus petit à petit dans leur ville natale pour y travailler. Donc, que nous sommes tous sur la même longueur d'onde à propos de la revitalisation rurale. Donc, il s'agit de véritablement connecter, ouvrir les campagnes aux zones urbaines, créer aussi la connectivité en valorisant aussi le potentiel d'emplois qui sont dans ces zones, qui sont négligés. Donc, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau agricole ou encore dans d'autres secteurs, il suffit d'injecter de l'énergie positive, il suffit de créer de nouvelles initiatives pour redonner vie à ces zones, pour, comme l'a souligné Moumini dans son intervention, maintenir les habitants sur place. Au lieu que les campagnes se vident, il faut travailler à les rendre beaucoup plus attractives, à apporter le développement aussi dans ces zones, parce que ce sont des zones de vie, ce sont des zones aussi qui font partie des pays. Donc, il faut véritablement les porter, il faut les insérer dans le processus de développement. Juste pour m'appesantir un peu sur l'exemple donné par Mediao, puisque souvent il y a des options, on peut choisir, on peut vouloir s'appuyer sur ces options-là pour booster l'économie rurale et autres. Mais souvent, l'option choisie n'est pas la bonne souvent. Et on peut prendre du temps en train de travailler là-dessus, mais ça ne donne pas le résultat escompté.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs options on peut essayer d'autres options puisque si je me rappelle bien de son exemple, donc la population de Soudan, ils ont utilisé des moyens en avant et ils ont duré là-dessus, ça n'a pas donné le résultat qu'ils attendaient. Mais après, l'autre option qu'ils ont donnée, je pense que ça va avec la modernisation, la technologie aujourd'hui. Et ça atteint un grand nombre de publics et cela a permis à ces populations de vraiment répondre à leurs besoins et par finir, ça a permis vraiment un développement hors commun. Donc, je pense que ça, c'est aussi des options qu'on peut, que ce soit du côté gouvernemental, que ce soit des particuliers, qu'on peut vraiment suggérer aux populations dans les zones rurales, je veux dire. Donc, du coup, pour leur permettre toujours d'adapter leur économie, d'adapter leurs conditions de vie à la nouvelle technologie aujourd'hui, qui est un moyen pour nous de pouvoir booster, de pouvoir atteindre l'objectif que nous voulons atteindre. Mais c'est le moment de demander les opinions de nos invités en ligne. Alors Tricia, cette année, vous avez couvert les 2 sessions 2024 en Chine. Quelles sont vos impressions sur le développement rural en Chine et quelle inspiration de la stratégie et la pratique chinoise en matière de revitalisation rurale peuvent-elles offrir à votre pays? Merci beaucoup. Lors de la couverture des 2 sessions 2024 en Chine, j'ai pu constater de près les efforts déployés par le gouvernement chinois en matière de développement rural. J'ai été impressionnée par les initiatives, ça je dois le dire, visant à revitaliser les régions rurales telles que l'amélioration des infrastructures, le soutien aux agriculteurs locaux et la promotion du tourisme local. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de visiter la province de Jiangsu, mais là, je n'avais pas l'impression d'être en province parce que j'ai vu comment cette province a innové en parlant de la technologie, mais aussi de l'infrastructure. Et ce qui m'a encore impressionné, c'est que la province de Jiangsu arrive à marier au fait la technologie et l'artisanat. Et là, je donne l'exemple du four Dragon, et qui a combiné au fait la technologie et l'artisanat. Donc, ça m'avait vraiment impressionné. Et ces stratégies et pratiques chinoises en matière de revitalisation rurale peuvent servir d'inspiration à d'autres pays, y compris le nôtre, la RDC. Et en observant comment la Chine parvient à transformer ces zones rurales en pôles d'activité économique dynamique, nous pouvons tirer en tout cas des leçons précieuses pour améliorer notre propre politique de développement rural. Et en particulier, nous pourrions nous inspirer de la manière dont la Chine implique activement les communautés rurales ou locales dans la prise de décision et la mise en œuvre des projets de développement à travers tous les pays. Donc, c'est vraiment ça. Nous allons, étant ambassadrice au fait de la RDC en Chine et de la Chine en RDC, en tout cas, nous allons faire de notre mieux pour y arriver. Alors, merci beaucoup, madame. Alors, Ababakar, comparativement à la situation en Chine, quels sont, selon vous, les défis du développement rural en Afrique et quel rôle les jeunes entrepreneurs comme vous peuvent-ils jouer dans la revitalisation des zones rurales de leur pays? Merci beaucoup. Comparaison n'est pas raison. Je ne vais pas jamais m'aventurer de comparer la revitalisation des zones rurales de la Chine à l'Afrique. Non, parce que c'est carrément différent. Nous, quand je montre un village chinois dans mes moments sur Facebook et pour YouTube, je dis que ça, c'est le village de Yiwu ou le village de ça. On me dit non, ça, c'est pas un village, c'est une grande ville. Donc, les gens, il ne faut même pas qu'on s'aventure à comparer. Mais nous connaissons quand même les défis. Les défis liés au développement en Afrique sont divers et très complexes, aussi complexes que la précarité économique. Les causes du retard du développement rural en Afrique sont en quelque sorte le manque d'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation,
la santé, l'électricité, l'eau potable et l'assainissement, etc. Le marché de l'emploi dans les zones rurales est quasi inexistant, à part quelques emplois occasionnels. Donc, en tant qu'entrepreneur en Chine, nous pouvons faire beaucoup de choses parce que l'expérience que nous avons reçue ici, on peut essayer de la transposer ailleurs au pays. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup d'actions dans ce sens. En 2017, j'avais signé un partenariat public-privé avec le village de Mampatim, qui est à Korda au Sénégal. Ce village, il y a beaucoup d'associations de femmes qui s'activent dans la riziculture et la production d'arachide. Donc, je me suis dit, j'ai trouvé une idée pour les aider. J'ai amené un tracteur grand modèle pour les aider à cultiver leur champ. Et aussi, je leur ai amené une rizerie, une machine, une unité de production de riz. Donc, cette rizerie les aide à transformer le riz qu'ils cultivent, le riz paddy qu'ils cultivent à du riz blanchi. Donc, arriver à faire la transformation avec cette machine et à utiliser ce riz pour leur propre consommation et à revendre à l'extérieur. Donc, je les ai aidés aussi à avoir une décortiqueuse d'arachide de 3 tonnes, d'une capacité de 3 tonnes par heure. Il y a aussi, en 2022, personnellement, je me suis rendu au Sénégal avec des partenaires chinois. On a amené des matériels agricoles, des pompes immergées pour que les paysans ou les agriculteurs puissent accéder à l'eau. C'est des pompes immergées solaires qui marchent avec le solaire. Donc, on a fait ça et on a aidé beaucoup de paysans à pouvoir cultiver toute l'année. Mais c'est insuffisant parce que nous, on a les maigres moyens qu'on dispose, on ne peut pas tout faire. En plus de ça aussi, l'État, nos États nous bloquent. Moi, on a essayé de me freiner pour des raisons politiciennes, etc., etc. Donc, c'est ça les véritables défis de l'heure pour l'Afrique. J'espère que nous, les entrepreneurs et nous tous qui ont vécu en Chine, on pourra s'inspirer du modèle chinois et le transposer chez nous. Merci beaucoup, Ababakar. Vous avez fait beaucoup d'effets dans ce domaine. Et alors, Tefiniana, vous avez participé à de nombreux projets de construction d'infrastructures importantes, tels que des ponts, des routes dans des régions rurales de Madagascar. Et quel est l'impact positif de ces projets dans la revitalisation de l'économie et la vie des habitants locaux? Il y a une infrastructure qu'on doit mettre d'abord pour que c'est une sorte de plateforme que tous les gens, tous les concernés doivent y accéder dans un même niveau. Donc, nos projets à installer un kiosque numérique. Cette kiosque, c'est un genre de banque de données dans le milieu rural. Ça veut dire on peut y accéder où on trouve un engrais, par exemple, où on trouve des matériels appropriés à la culture que nous voulons le faire. On peut aussi voir dans ces kiosques où on peut avoir, après le code, qui peuvent acheter les produits. Tout ça, on peut voir dans cette kiosque-là. Donc, quand les zones rurales, les mondes ruraux ayant cette opportunité, ça a un impact direct sur le milieu rural parce qu'il n'y a pas de difficulté aux échanges, même au niveau d'information, même au niveau des technologies, même au niveau de tout ce qui concerne à son activité. Donc, ça peut aider, ça donne de motivation à ces gens-là de cultiver plus qu'ils avaient fait avant. Actuellement, les projets, non seulement travailler sur la route principale, mais surtout les pistes qui relient sur la route principale. Ça veut dire les pistes rurales qui connectent les routes nationales. C'est ça que nous avons travaillé actuellement. Donc,
nous comptons de faire 500 km des pistes connexes actuellement. À chaque fois que nous faisons des projets, donc il y a une évaluation. Et cette évaluation permet de savoir quel est l'impact sur la zone rurale. Donc, à ces propos, on demande aux paysans qu'est-ce que cette route apporte pour lui. Donc, après l'interview que nous avons faite, après évaluation que nous avons faite, ils ont satisfait. Ils sont très contents parce qu'ils arrivent à sortir leur culture. Parce que la plupart, 50% de leur culture, ils ne peuvent pas sortir à cause de la route, l'état de la route. Donc, ça c'est un. Deuxième chose, il peut envoyer ses enfants à étudier dans une grande école. C'est ça le plus important pour que leur enfant puisse avoir de l'éducation appropriée et amène d'amélioration à leur niveau de vie. Il a parlé de kiosques à données qui a été créé en zone rurale pour permettre, par exemple, aux paysans d'avoir accès facilement à l'engrais pour alimenter leurs champs et de aussi accroître leurs revenus, le rendement agricole, aussi de leur permettre d'avoir une certaine autonomie financière pour envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles. Je pense que c'est aussi ça l'esprit de la revitalisation rurale. Voilà un peu le commentaire que je pouvais faire avant de revenir à notre ami Gérard du Cameroun. Monsieur Gérard, pouvez-vous parler de la manière dont la technologie chinoise contribue au développement agricole et à la revitalisation rurale et à la sécurité alimentaire au Cameroun? Surveille de 2014, la prévalence de malnutrition chronique, encore appelée retard de croissance, est de 31,7% au Cameroun. Alors, vous comprenez donc que le Cameroun est actuellement confronté dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Alors, d'autre part, il faut dire que la population rurale qui est active dans l'agriculture vieillit et n'a pas encore adopté les méthodes modernes de production. Et c'est là où il faut peut-être appeler la Chine. Et la Chine, nous allons y arriver, la Chine est déjà là depuis. En effet, le Cameroun est doté depuis 2013 d'un lycée technique et professionnel agricole à Yabassi dans la région du littoral. Les travaux avaient été financés entièrement par la Chine à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA. Donc, on parle de 2013, mais la structure est entrée en service depuis 2017 et a même déjà formé plus de 500 professionnels agricoles dans la culture du riz irrigué. Alors, précisons que le lycée technique et professionnel agricole de Yabassi dans la région du littoral est un premier du genre au Cameroun et donc contribue significativement à l'amélioration de la production agricole au Cameroun. Il faut ajouter que le projet agro-industriel de Nanga Mboko, l'un des plus anciens projets agricoles mené par la Chine au Cameroun, fait également dans la culture et la transformation de produits tels que le riz, le maïs, le manioc, mais aussi l'élevage des autruches, la formation et la recherche, parce que ce projet a capté beaucoup de nos doctorants dans la recherche de l'amélioration des semences, de l'amélioration des techniques agricoles en général. Alors, le projet a été lancé en 2006 et on compte un peu plus de 10 000 jeunes Camerounais déjà formés par les Chinois afin que cette technologie agricole soit transportée dans les zones rurales du Cameroun. Rappelons que le Cameroun est un pays à dominance agricole avec 27% de son PIB provenant de ce secteur, malheureusement encore exploité à la force des bras
avec des méthodes essentiellement archaïques. Mais tout porte croire qu'avec des méthodes plus techniques, les activités agricoles dans les zones rurales du pays peuvent à nouveau se relancer de manière plus performante et productive. Et pour le faire, je pense qu'il faut non seulement doter les paysans camerounais des techniques nouvelles, mais aussi les équiper avec des équipements agricoles de seconde génération. Il faut également les former et je pense que la Chine est la bienvenue dans ce domaine parce que voyez-vous, en RDC, au Congo, au Gabon, qui sont des pays très proches voisins du Cameroun, la Chine est en train de renforcer davantage sa coopération dans le secteur agricole. Ça se passe sous les yeux de tout le monde peut témoigner cela. Et actuellement au Cameroun, seul là où et la machette ne suffisent pas, et pire encore, la grande activité agricole du pays est saisonnière. Il faut scruter le ciel pour implorer les pluies qui arrosent les petites plantations que les paysans ont pu créer au milieu d'une forêt. Vous voyez que l'arrivée des Chinois avec des techniques d'irrigation, des techniques de transformation, ça peut amener le pays à changer en termes de pratiques agricoles. Vous comprenez donc que l'État du Cameroun mène certainement des actions en collaboration avec les entreprises agricoles et les ONG environnementales, ainsi qu'avec le soutien de la Chine, mais les efforts ne sont pas encore suffisants. Peut-être qu'il faudra une nouvelle volonté manifeste du transfert des technologies agricoles entre le Cameroun et la Chine afin qu'on arrive aux résultats encore plus satisfaisants. Alors, ceci à travers la création des autres projets pilotes dans le secteur pour soutenir valablement et continuellement les paysans qui ne pensent qu'à l'agriculture comme source de revenus importante pour eux. Je pense qu'il a touché essentiellement aux aspects vraiment essentiels. Et d'abord, il a parlé des défis liés au développement agricole dans nos pays, puisque quand on parle du Cameroun, ça nous renvoie aussi à beaucoup d'autres pays en Afrique. Donc, de ce point de vue, je pense que les défis auxquels l'agriculture dans nos pays sont confrontés, d'abord, ça, c'est la forme traditionnelle. Dans la forme traditionnelle, ça s'appuie essentiellement sur l'énergie physique et ce qui donne un rendement indésirable, on peut le dire, non satisfaisant, je veux dire. Donc, du coup, pour pouvoir vraiment améliorer, sinon apporter un changement significatif, il faudrait vraiment le transfert de compétences dans le cadre de nos partenariats. Et c'est là, on a bon espoir qu'avec la coopération entre la Chine et nos pays, cela va intervenir avec le temps. Et du coup, l'agriculteur va être en mesure de produire suffisamment ce qu'il en a besoin comme alimentation et même pour en faire son domaine de travail, pour en faire un moyen qui peut faire un rendement économique vraiment qui va conduire à l'indépendance totale, sinon au développement économique vraiment que nous souhaitons. Entre la Chine et l'Afrique, il y a une coopération agricole qui est très dynamique. Il a parlé d'une école agricole qui a été créée et de la formation de plus de 10 000 jeunes Camerounais dans le cadre agricole. Je peux dire que dans ce sens que la coopération est très, très dynamique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens puissent bénéficier véritablement, que concrètement, cela se traduise sur le terrain. Voilà. Il faut qu'au-delà de la formation dont ces jeunes bénéficient, il faut que ils bénéficient également de l'accompagnement pour mieux poser ces connaissances acquises là sur le terrain. C'est dans ce sens que véritablement cette contribution de la Chine là peut être valorisée. Donc il faut que au niveau des pays africains, il y ait la volonté véritablement d'accompagner ceux qui bénéficient de ces formations, voilà, à les mettre en pratique, parce que ce sont des expériences nouvelles qui viennent d'ailleurs, qui peuvent inspirer les pratiques que nous avons. Et c'est très important. Donc, il a également souligné la nécessité de renforcer les campagnes.
les campagnes agricoles, les campagnes dans le domaine agricole en investissant de façon structurée et en fonction des spécificités de chaque région, voilà, les potentialités en les valorisant davantage. Et pour revenir précédemment, lorsqu'il parlait un peu de la revitalisation rurale, il a évoqué la question des forêts au Cameroun. J'aimerais quand même m'appesantir un peu là-dessus. Il a dit qu'au-delà des forêts naturelles que le Cameroun a, il y a eu l'initiative de créer des forêts artificielles à travers les reboisements. Donc, ça veut dire que les questions environnementales, notamment le développement durable, ce sont des questions qui sont prises en compte au-delà des défis nombreux que l'Afrique affronte. Voilà, c'est pas, l'Afrique n'est pas en marge des questions de développement durable. Et il a cité des exemples qui montrent que, au-delà des nombreux défis, les gens sont conscients qu'il faut s'armer face au changement climatique. Il a également pris l'exemple du cadre juridique au Cameroun concernant la protection des forêts qui est réactualisé pour s'adapter aux nouvelles réalités. Et il a également pris l'exemple de la coopération entre le gouvernement camerounais et les organismes internationaux et les organismes et les organisations non gouvernementales qui agissent dans le domaine de la protection de l'environnement. C'est une coopération qui permet de protéger, parce que quoi qu'on dise, le Cameroun appartient à la zone du bassin du Congo. Ils ont une forêt commune entre les pays comme la RDC, la Centrafrique et autres. Ils ont une forêt commune qui constitue un grand poumon pour la planète. Et donc, ce sont des initiatives qu'il faut véritablement encourager, qu'il faut mettre en exergue. Donc, pour conclure, je dirais que la question du développement durable est aussi prise en compte en Afrique, au-delà des défis que le continent affronte. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, effectivement, il y a une logique ou une liaison étroite entre nos trois sujets aujourd'hui. Oui, évidemment, comme vous l'avez si bien dit, entre les trois thèmes que nous avons eu à débattre, il y a forcément une liaison ces trois parties qui ne sont pas séparables en quelque sorte. Puisque quand on parle de la technologie, ça va avec, dans les deux autres parties, on peut l'appliquer dans chacune de ces parties. Par exemple, quand on parle de développement durable, nous avons aussi besoin de nous adapter à travers la technologie ou d'autres moyens, puisque le réchauffement climatique et autres choses comme ça, par exemple, j'ai pris un exemple depuis au début sur comment on fait pour que les gens puissent être encouragés à protéger l'environnement. Là-bas, on est en train de faire une sorte de jumelage entre la protection de l'environnement et la nouvelle technologie. Et d'autre part, sur le côté agriculture ou développement rural, comme M. Girard a le souligné, nous sommes obligés de pouvoir moderniser, qu'est-ce que ce soit avec la nouvelle technologie, moderniser notre système agricole afin de subvenir aux besoins ou bien atteindre les besoins, les résultats escomptés. Donc, je pense que nos trois thèmes vont ensemble en quelque sorte, donc ils sont inséparables. Merci. Les échanges d'aujourd'hui ont été vraiment passionnants et m'ont permis de mieux comprendre les relations entre l'Afrique et la Chine. Effectivement, Coco, les échanges ont été très enrichissants. Là, nous espérons que nos discussions d'aujourd'hui inciteront davantage de jeunes Chinois et Africains à utiliser pleinement leur potentiel pour renforcer l'amitié sino-africaine et promouvoir le développement conjoint des deux parties. Merci à vous tous. Merci les invités en ligne. Merci. Merci. Merci.